Huey était un ange salvateur et un ange de la mort. Quand on entendait le rotor, on savait que l'engin arrivait pour nous aider, nous protéger ou déposer du ravitaillement. Il allait finir comme cible sur le champ de tir d'Aberdeen et on a été nombreux à se dire qu'il y avait une meilleure fin que d'être détruit comme ça. J'ai commencé à poser quelques questions sur ce qu'il comptait faire et j'ai compris qu'il voulait le remettre à neuf. La peinture rouge sur l'appareil est la marque du 3e peloton de la 116e compagnie d'assaut héliporté, les Stinger, le peloton des gunships. En général, le rouge est synonyme de violence, de sang. Nous sommes les anciens du Vietnam, section 451 de Baltimore, Maryland. C'était la plus grosse section des États-Unis à l'époque. Étant moi-même de Baltimore, là où notre bannière étoilée est née, à Fort Machinery, je me sens très patriote. Je dirais que Baltimore est une communauté constituée de communautés. C'est ce qu'elle a de très particulier. Ce n'est pas Washington, ce n'est pas Philadelphie. Tous ceux qui sont nés ici vous le diront, ils sont très fiers d'être de Baltimore. Le Huey a changé la façon dont on menait la guerre. Le Vietnam était vraiment la guerre de l'hélicoptère. Et les enfants doivent le savoir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est à quel point le Huey a fait la différence. C'est pourquoi ce Huey est ici. Il doit servir à l'éducation des générations futures pour qu'elles puissent comprendre ce qu'était notre guerre, comment on s'est battu. J'étais chef de bord dans la 116e compagnie à Cu Chi entre novembre 1966 et février 1968. Et ça, c'est un Huey. C'est la machine dans laquelle j'ai volé au Vietnam. Sur les appareils au Vietnam, on n'avait pas nos noms sur les portes par crainte des représailles ennemies. Sur celui-ci, on a inscrit ses noms pour lui donner plus de sens. Nous avons un livre de bord original d'un Huey avec le nom de Jack et le mien. Et dedans, il y a la liste de tous les noms des gars du 116e. Ils sont tous là, page après page. Le projet de faire revivre cet hélicoptère est parti d'un réveil, d'une prise de conscience, une sorte de renaissance totalement soutenue par la section. Nous nous sommes retrouvés, nous étions frères à nouveau. C'est aussi un symbole pour les anciens du Vietnam, pour qu'ils viennent ici et qu'ils se souviennent. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui ne se souvienne pas du bruit des pales du rotor. Une machine et un bruit caractérisent la guerre du Vietnam plus que tout. L'hélicoptère Bell UH-1 Iroquois, connu sous le nom de Huey. Il restera à jamais le symbole de l'intervention américaine au Vietnam. Sa silhouette et son bruit particulier sont familiers à tous ceux qui ont servi là-bas. L'US Army, la Navy, l'Air Force et les Marines ont utilisé le Huey pour toutes sortes de missions. Conçu par Bell comme appareil utilitaire, sa polyvalence a permis de l'adapter à bon nombre d'impératifs. Un impressionnant palmarès va propulser la Bell Helicopter Company vers un succès sans précédent, révolutionnant le rôle de l'hélicoptère. Pendant la guerre du Vietnam, le travail du Huey, combiné avec d'autres hélicoptères, a ajouté un nouvel élément stratégique militaire et aujourd'hui, l'hélicoptère est une composante essentielle de toutes les armées du monde. Fabriqué en plus grand nombre que tout autre avion dans l'histoire,
Le Huey fait partie du club très sélect des ailes de légende. Mais il est le seul à symboliser les États-Unis. Pour les 2 600 000 Américains qui ont servi au Vietnam, face à un ennemi difficile et qui ont été décriés par un mouvement d'opinion sans précédent dans leur pays, le Huey évoque leurs amis sauvés ou disparus, comme un hommage à ceux dont la vie a été irrémédiablement bouleversée. Le Bell Huey est l'œuvre d'un des plus fascinants innovateurs de l'histoire de l'aviation, Arthur Young. Né à Paris en 1905, il arrive plus tard à Princeton, tenté par une carrière philosophique qu'il juge alors impossible sans avoir au préalable connu le succès dans le domaine technologique. Après une visite au bureau des brevets en 1927, il décide de s'attaquer à l'hélicoptère. Pendant plus de 10 ans, Young travaille seul dans une grange du Connecticut, essayant sans relâche les maquettes de ses appareils. En 1941, il vient présenter une de ses maquettes à Larry Bell, fondateur et président de la Bell Aircraft Company. Celui-ci s'intéresse de près au travail de Young et l'embauche pour mettre au point son hélicoptère. Croyant fermement à l'avenir de ce genre de machine, Bell décide de financer le développement du projet sans l'aide du gouvernement. En moins de 18 mois, Young, aidé par d'autres ingénieurs de la firme, crée le premier hélicoptère Bell, le modèle 30. Par une froide journée d'hiver, Young et ses collègues inaugurent le modèle 30. Mais les incidents se succèdent. En effet, il faut d'abord ajuster la hauteur des patins d'atterrissage pour le sortir du hangar. Puis, une fois sorti, le moteur ne démarre pas. La machine fait plutôt mauvaise impression. Young persévère, et après quelques modifications, les essais se poursuivent. Pendant plusieurs mois, ceux-ci se limitent à des tests arrimés, destinés à explorer la mobilité et la stabilité de l'appareil. Ces essais permettent à Young de savoir immédiatement s'il dispose d'une puissance suffisante pour le soulever. Il prend souvent lui-même les commandes de la machine, mais le premier accident survient avec un autre pilote. Ce dernier est éjecté de son siège et passe à travers le rotor. Il s'en tire miraculeusement avec un poignet cassé et les essais se poursuivent. Floyd Carlson, autre pilote frais et moulu d'une série d'essais de chasseurs Bell, est choisi pour les essais suivants et apprend rapidement comment voler en stationnaire avec l'appareil. C'est avec lui que le modèle 30 effectue son premier vol libre au printemps de 1943. La configuration du modèle 30 comporte 2 innovations caractéristiques des hélicoptères Bell. D'une part, l'appareil est équipé d'un large rotor à 2 pales, articulé au moyeu. D'autre part, une barre stabilisatrice est montée perpendiculairement pour équilibrer les pales du rotor grâce à des poids profilés à chaque extrémité. Reliée aux commandes de pas de l'hélicoptère, la barre stabilise le disque de balayage du rotor. L'appareil est propulsé par un moteur Franklin de 165 chevaux. Il est doté d'un fuselage et d'une cabine ouverte. Le succès des essais en vol conforte Larry Bell dans son engagement pour le développement des hélicoptères. Or, un excès de vibration conduit à la perte du prototype au cours d'un atterrissage. Mais les ingénieurs de chez Bell continuent de modifier et d'améliorer le système de Young. La machine continue à évoluer
et le pilote d'essai Floyd Carlson découvre rapidement les qualités particulières de l'hélicoptère. En 1944, il effectue un vol stationnaire à bord de l'appareil expérimental devant une foule ébahie à Buffalo, dans l'État de New York. C'est le premier vol en hélicoptère effectué en espace clos aux États-Unis. Ce jour-là, Carlson ne fera qu'une objection. L'énorme quantité de poussière qui s'élève à l'intérieur du bâtiment et l'insistance de l'opérateur lumière à pointer le projecteur directement sur le cockpit lui donne du fil à retordre pour orienter l'appareil. Bien que personne dans l'équipe de développement n'apprécie vraiment ce genre de manifestation, tout le monde comprend l'importance d'un soutien du public lorsqu'il s'agit d'innover dans le domaine aéronautique. L'année suivante, Carlson réussit 2 présentations impromptues des possibilités de l'hélicoptère. Pendant la première, il emmène un médecin vers une ferme enneigée dans l'ouest de l'État de New York, où un pilote gît blessé après s'être éjecté d'un avion en perdition. Pendant la seconde, il sauve 2 hommes isolés sur une plaque de glace qui s'effrite sur le lac Erie. Il démontre ainsi les capacités uniques de l'hélicoptère à effectuer des missions que ni les avions ni les bateaux n'auraient pu mener à bien. La mission de secours de Carlson sur le lac Erie lui vaut la médaille d'argent du ministère des Transports et fait à Bell une immense publicité sur le développement de ses hélicoptères. Le premier exemplaire officiellement dénommé Modèle 47 décolle le 8 décembre 1945 et en 3 mois, le premier certificat de navigation de la FAA est obtenu pour l'appareil. C'est le premier accordé à un hélicoptère commercial. Les commandes affluent, aussi bien militaires que civiles, et la production du modèle 47 démarre à la fin de 1946. Elle marque le début d'une histoire qui va durer 27 ans, une vingtaine de versions et plus de 5000 exemplaires. La mise au point de la machine a coûté à Bell 12 millions de dollars, et le modèle 47 est pour Bell l'équivalent du modèle T chez Ford. Cette machine va propulser la firme au premier rang dans le domaine de la conception et de la construction d'hélicoptères. Larry Bell est déterminé à faire entrer l'hélicoptère dans le monde civil et envoie des équipes de vente pour démontrer la diversité des utilisations potentielles de l'appareil. Sur ces nouveaux modèles, la cabine de l'ancienne version est remplacée par une bulle de plexiglas. Les efforts de Bell ouvrent la porte à l'utilisation commerciale et civile de l'hélicoptère. Et les événements historiques vont obliger les militaires à exploiter les qualités du modèle 47. Le Bell modèle 47D, le premier fabriqué en grande série pour les militaires, est mis au point en 1947. 3 ans plus tard, la guerre de Corée offre à cet appareil une nouvelle opportunité de montrer ses capacités. Le froid intense de l'hiver coréen pèse lourdement sur les troupes et les véhicules. Les avions ne peuvent souvent pas se poser dans les endroits isolés et l'armée américaine commence à intégrer l'hélicoptère dans sa stratégie logistique. Le modèle 47 trouve rapidement sa place comme ambulance des airs et son efficacité va révolutionner l'évacuation sanitaire. L'appareil peut se poser pratiquement partout et équipé de ses 2 civières montées de chaque côté, il peut rapidement transporter 2 blessés et un médecin vers un MASH, un hôpital de campagne. Plus de 2400 modèles 47 ont servi dans les forces armées de nombreux pays du monde et dans le domaine civil, plus de 2600 exemplaires ont accompli une grande variété de tâches. Le succès du modèle 47 donne à Bell les moyens financiers de développer de nouvelles machines. En 1954, les ingénieurs conçoivent le modèle 204 suivant les spécifications de l'US Army qui recherche un hélicoptère d'évacuation de blessés, de transport de troupes et d'entraînement pour les pilotes. L'Army demande une machine capable d'emporter une charge totale de 400 kg avec un rayon d'action de 175 km
et facile à entretenir en campagne. Le prototype du Bell modèle 204 remporte le contrat en juin 1955. Il vole le 22 octobre 1956 et les militaires autorisent la fabrication de 6 appareils supplémentaires de mise au point en demandant quelques modifications sur le modèle d'origine. En août 1958, 6 YH-40 sont livrés à l'US Army pour évaluation. Ces machines ont une cabine environ 30 cm plus longue que le prototype. Elles disposent de patins d'atterrissage plus hauts de 10 cm, la porte d'accès est élargie et le moteur, monté sur le toit de la cabine, peut fonctionner avec n'importe quel type de carburant. L'hélicoptère peut effectuer 1000 heures de vol avant révision mécanique. La cabine peut accueillir 2 hommes d'équipage et 8 hommes de troupe. L'armée américaine fait subir à ces 6 machines toutes sortes d'essais extrêmement rigoureux dans des environnements difficiles. L'appareil se rend au Canada, puis en Alaska, où il doit endurer des températures de moins 50 degrés. Il est soumis à des tests encore plus sévères de résistance au gel pendant une longue période. Le résultat de ces essais confirme que le YH-40 peut fonctionner par les temps les plus froids. D'autres exemplaires partent dans le désert de l'Arizona, où ils doivent supporter des chaleurs extrêmes et ingérer des quantités énormes de poussière. Ces essais sont destinés à prouver que le YH-40 est capable de fonctionner dans les situations les plus difficiles. L'US Army vérifie aussi les capacités tactiques de l'appareil pour le transport des troupes, l'évacuation sanitaire et l'embarquement d'approvisionnement. Le YH-40 est doté d'un seul point d'emport, capable de soulever 1,5 tonnes. Le système est positionné au centre de gravité de l'appareil pour améliorer sa stabilité lors du transport des charges externes. Ici, le YH-40 soulève sans problème un avion L-19 qui pèse un peu moins d'1 tonne. Satisfaite des hélicoptères fournis par Bell, l'armée américaine commande 9 HU-1. 2 mois plus tard, en septembre 1958, le premier quitte l'usine texane de Bell et l'année suivante, les commandes dépassent les 100 exemplaires. On baptise d'abord la machine HU-1 Iroquois, sans succès. On lui préfère le surnom de Huey. Et même quand les dénominations de l'US Army passeront de HU à UH en 1962, le nom Huey restera. Avant 1960, peu d'Américains connaissent le terrain marécageux et la jungle sauvage du Vietnam, pays côtier du sud-est asiatique. Pourtant, au cours de la décennie suivante, 2 600 000 Américains serviront leur pays sur ce territoire. Et plus de 60 000 ne survivront pas.
La guerre du Vietnam a été le plus long conflit de l'histoire des États-Unis. L'âge moyen du soldat américain était de 19 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'âge moyen était de 26 ans. Les fantassins au Vietnam doivent affronter la guérilla, souvent sans savoir qui est l'ennemi et d'où il vient. Une grande partie du matériel militaire traditionnel américain ne convient pas au terrain souvent changeant du sud-est asiatique et de nouvelles technologies doivent être rapidement mises en œuvre. Tous ces facteurs, de même que la personnalité hors du commun de ceux qui ont servi là-bas, contribuent au grand mystère de cette guerre. Un aperçu de la guerre vue du cockpit d'un Huey peut sans doute éclaircir ce mystère. L'intervention américaine au Vietnam a tout d'abord un rôle de soutien. Les États-Unis sont prêts à aider le sud du pays à défendre sa liberté. Mais à mesure que la victoire des Nord-Vietnamiens se précise, des opérations militaires à grande échelle sont montées et des quantités de plus en plus grandes de matériel américain, en particulier des avions, arrivent au Vietnam. Pendant toute la guerre, les États-Unis s'acharnent désespérément à freiner les infiltrations de soldats et d'approvisionnement ennemis déversés sur le sud. Au début, les stratèges du Pentagone pensent que des frappes aériennes massives sur le nord vont réussir à la fois à faire payer Hanoï et à forcer les Nord-Vietnamiens à s'asseoir à la table des négociations. Ces frappes aériennes ne ralentissent que très peu les lignes d'approvisionnement nord-vietnamiennes. Et progressivement, des troupes terrestres arrivent des États-Unis pour se battre sur le terrain. Bientôt, de plus en plus de soldats américains se trouvent plongés dans cette atmosphère très particulière du sud-est asiatique, dont l'environnement désarçonne les stratèges américains. Les territoires du Vietnam sont humides et fertiles. Des marécages et une végétation dense recouvrent le pays. Pendant la guerre, très peu de routes modernes et de ponts existent. C'est un véritable défi pour les militaires américains. Le déplacement de troupes, de camions, de chars et d'approvisionnement dans ces conditions n'a jamais été envisagé par le Pentagone. Il faut développer de nouvelles méthodes par tâtonnement et dans chacune d'elles, on retrouve l'hélicoptère. Le premier hélicoptère américain mis en service au Vietnam est le Piasecki H-21 Shawnee, à rotor en tandem, souvent surnommé la banane volante. Cet appareil sous-motorisé et non armé subit de sérieuses pertes, ce qui fait rapidement suggérer à quelques conseillers de les faire escorter. En 1962, les premiers Huey arrivent au Vietnam et très vite, ils escortent les H-21. La première unité de 15 Huey est dénommée Compagnie tactique de transport héliporté. Les Huey sont armés de roquettes de 70 mm montées par 8 de chaque côté. Deux mitrailleuses de 30 mm refroidies par air sont installées sur des patins, alimentées par un magasin de munitions logé à l'intérieur de la cabine. La méthode normale d'approche des H-21 oblige à décaler la formation et à voler approximativement à 1 minute d'intervalle. Les troupes débarquent aussi rapidement que possible et les appareils repartent immédiatement, car c'est au moment où ils sont au sol qu'ils sont les plus vulnérables. Pendant 6 mois, à partir d'octobre 1962, l'US Army évalue les performances du Huey comme escorteur. C'est au cours de la dernière phase, pendant l'approche, que l'hélicoptère armé est le plus utile. Les tirs de barrage du Huey s'avèrent très efficaces pour réduire ceux de l'ennemi sur les hélicoptères de transport. Pendant les 5 premiers mois de combat,
un seul Huey gunship est abattu et les pertes de H-21 diminuent de 25%. Après ses premiers succès, le Huey est autant apprécié par les pilotes que par les troupes terrestres. Leur puissance de feu est suffisante pour contrer les méthodes surprenantes des Viet Cong. De plus, leur maintenance est généralement minime. Le moteur du Huey est conçu pour être révisé toutes les 1000 heures de vol, soit approximativement 200 000 km. C'est une caractéristique sans précédent pour un hélicoptère. Le changement de la turbine peut s'effectuer en quelques minutes sans même vidanger le carburant, ni débrancher le système électrique. Un système de levage transportable est mis au point pour faciliter les réparations du Huey sur le terrain. Le moteur dispose aussi d'un avantage unique. Il peut accepter différentes sortes de carburant. Cet avantage se révèle déterminant au combat où l'approvisionnement est un problème constant. Ces premiers succès du Huey satisfont la Bell Aircraft Company. Mais les rapports d'utilisation venant d'Asie du Sud-Est incitent ces ingénieurs à apporter les modifications nécessaires pour améliorer les performances de l'appareil pour l'escorte. La plus importante est l'installation du système Emerson XM6 Quad System. Ces canons orientables sont dirigés par le copilote grâce à un système de visée articulé monté sur le dessus de la cabine. Les canons sont alimentés par une douzaine de magasins de 500 coups installés à l'arrière du plancher de la cabine. Un Huey armé de ces flex guns peut viser un objectif qui est en dehors de la ligne de vol de l'hélicoptère. Ces modifications bonifient grandement l'appareil, mais il devient de plus en plus difficile pour les Huey d'affronter un ennemi terré dans des tranchées. Il faut encore améliorer les hélicoptères et surtout élaborer des stratégies plus efficaces. À nouvelle stratégie, nouveau matériel. Bell progresse encore. Et le UH-1D entre en service en 1963. Le diamètre du rotor passe à 14,40 m et la corde des pales à 52 cm, ce qui permet de doubler la charge utile de l'appareil. Le UH-1D peut embarquer 14 passagers ou 2 tonnes de fret. Ce sont plus de 1000 UH-1D qui formeront finalement le fer de lance de la force héliportée de combat de l'US Army. Tandis que les Huey Gunship font preuve de leur valeur, d'autres appareils assurent différents types de missions. La plus importante était incontestablement celle des Dust-Off. Portant le nom de leur identification radio et en service dans le corps médical de l'armée américaine, ces Huey exécutent leur mission avec habileté, courage et efficacité. Ils sont chargés de récupérer les soldats blessés en moins de 15 minutes, sans se préoccuper ni de l'arme, ni de la nationalité. Le bruit familier et l'apparition d'un Huey Dust-Off étaient littéralement bénis des combattants blessés ou immobilisés, car ils savaient que la devise des Dust-Off, ne pas revenir sans son blessé, garantissait leur sauvetage. Plus de 97% des blessés récupérés sur le champ de bataille ont survécu, preuve du courage des équipages et du succès des Huey. Alors que l'engagement américain s'accélère, la capacité d'adaptation du Huey est telle qu'on le met en service dans les 4 armes de l'armée américaine.
contact. This is Bluebird 3-0. Large cargo truck, position X-ray Romeo 7386. Request surface units investigate. Bluebird 3-0, this is Clean Cut, roger out. Suspicious contact report, sir? Very well, thank you. Fin 1965, l'US Navy reçoit pour mission de surveiller les 4000 km de canaux et d'affluents du delta du Mekong. L'opération Game Warden a pour but d'endiguer le flot d'approvisionnement ennemi entrant au Sud-Vietnam. Le labyrinthe de voies d'eau constituant le delta est infesté d'ennemis que les patrouilleurs armés de la marine américaine n'intimident pas. La Navy comprend immédiatement qu'elle a besoin d'hélicoptères gunship en appui au sol. Plusieurs UI sont empruntés à l'armée de terre. La Navy reçoit les premiers exemplaires en mars 1966 et en avril 1967, les opérations héliportées sont renforcées avec la création de l'escadron léger d'attaque aéroportée. Cette unité adopte le surnom de Sea Wolves, loups de mer, et va exploiter au maximum les performances du UI. Le succès des missions Seawolf en étau, appui direct des patrouilleurs en conjonction avec la surveillance armée de la région du Delta, est un chapitre mémorable de l'histoire du UI. L'appareil a donné un nouveau rôle à l'hélicoptère, qui continuera à servir de gunship pendant toute la guerre. Sa capacité d'adaptation à toutes sortes de missions en a fait une des machines volantes les plus courantes sur le territoire vietnamien. En 1967, les États-Unis sont complètement engagés dans la guerre par hélicoptère. Pendant les 4 années suivantes, près de 2000 hélicoptères voleront en permanence dans le ciel vietnamien. À l'été 1966, malgré les excellents états de service du UI qui remplit avec succès toutes les missions qu'on lui confie, un nouveau gunship s'impose. Engagé dans un conflit qui s'amplifie, l'appareil américain, aussi armé soit-il, n'est en fait qu'un hélicoptère de transport modifié. Les hélicoptères armés sont devenus indispensables. Et quand le successeur du UH-1 fait son apparition en 1968, il démontre immédiatement que les UI armés gunship ont changé les règles de la guerre. Le Bell AH-1 Cobra est le premier appareil conçu spécialement pour cette tâche. Son impressionnante puissance de feu, couplée à sa vitesse exceptionnelle, vont donner un aperçu de l'avenir des hélicoptères d'attaque. La vitesse du Cobra lui permet d'arriver le premier sur le lieu choisi pour le débarquement. Une fois sur place, il fait feu dans toutes les directions pour supprimer les tirs ennemis venus du sol. Ces tirs de barrage continuent pendant le débarquement, appuyés par des fumigènes largués d'un autre appareil. Une fois les troupes débarquées, la mission du Cobra se transforme en appui-feu direct sur les positions ennemies, sous la direction du commandant au sol, qui reste en contact permanent avec les mitrailleurs des Cobras. La précision de tir de la machine donne au contrôleur la possibilité de diriger les salves à quelques mètres seulement de ses propres positions. Autre élément important du Cobra, ses lance-roquettes. Il emporte plus d'1 tonne d'armement avec des paniers de 19 roquettes de part et d'autre du fuselage. Il a une puissance de feu équivalente à un tir de barrage de 38 coups d'obusier. Mais il a aussi quelques défauts. Un système de climatisation est prévu, car quasi indispensable, mais la plupart des appareils n'en seront jamais équipés. Et l'énorme verrière en plexiglas agit telle une serre dans ce climat humide et chaud du Vietnam. À la différence des UI, les Cobras n'embarquent que 2 passagers. Il n'a pas de soute, pas de siège, pas de grande porte coulissante. Donc si un Cobra passe au-dessus de troupes en mal d'évacuation, il ne peut répondre à la demande. Le Cobra est le nec plus ultra de la technologie des hélicoptères armés au Vietnam.
Et sa conception n'a été rendue possible que parce que les Huey avaient ouvert la voie. Toutefois, ces problèmes n'empêchent pas l'avion d'accomplir les missions pour lesquelles il a été conçu. Il démontre avec brio l'utilité des gunships au combat. L'hélicoptère d'attaque, doté d'un moteur puissant, extrêmement maniable, fournissant une énorme puissance de feu, est maintenant devenu un élément indispensable dans un conflit moderne. Pour répondre à ces nouvelles exigences, la firme Lockheed construit l'AH-56 Cheyenne. En 1966, il remporte un appel d'offres de l'armée de terre américaine, le Advanced Aerial Fire Support Competition. L'armée commande immédiatement 10 appareils pour une série de tests rigoureux. Le Cheyenne utilise la technologie du rotor rigide mis au point par Lockheed, à laquelle s'ajoute un rotor propulsif à l'arrière pour les vols à grande vitesse. Les petits embryons d'ailes fournissent un peu de portance en vol rapide. Au cours d'un vol horizontal, presque toute la puissance du moteur alimente le rotor arrière propulsif. Seul le quart de la puissance est dirigé vers le rotor principal. Le Cheyenne peut atteindre la vitesse incroyable de 400 km/h, et cette capacité de voler vite à basse altitude est une première pour l'époque. L'armement principal du Cheyenne est le nouveau missile filoguidé anti-char Tau. Le Cheyenne emporte 6 de ces missiles et a en plus un mini-canon de 7,62 mm et un autre canon anti-char de 30 mm. Ce système d'armes très polyvalent est entièrement assisté par ordinateur et utilise la technologie laser et le radar Doppler. Le contrôle de tir peut se caler sur un objectif pendant toute la durée d'un engagement, quelle que soit la position de l'hélicoptère. L'habitacle en tandem, avec une énorme verrière, offre une excellente visibilité aux pilotes et aux mitrailleurs. Le pilote peut désormais voir toutes ses cibles. Il lui suffit de viser avec son collimateur de casque, choisir son armement et faire feu. Le système de roquette est très précis et les capacités de l'appareil à faire une approche très rapide à basse altitude lui permettent un minimum d'exposition aux tirs ennemis. Encouragée par les succès continus du Huey et du Cobra, la firme Lockheed travaille dur pour faire passer le Cheyenne du stade du développement à celui de la production. Malheureusement, les dépassements budgétaires du programme entraînent son annulation en 1972. Néanmoins, l'histoire du Cheyenne confirme l'intérêt croissant des militaires pour les hélicoptères d'attaque, une avancée dans la stratégie militaire initiée par le Huey. Le Huey et son descendant direct, le Cobra, font partie intégrante de la vie des soldats stationnés au Vietnam. Le bruit caractéristique des pales de leur rotor signifie que d'une manière ou d'une autre, l'aide est tout près. Le Huey est un ami fidèle sur lequel on peut toujours compter, souvent seule planche de salut dans un conflit aussi difficile. À la fin de la guerre, aux États-Unis, l'opinion est à la fois perdue et en colère. Les Américains ont souvent du mal à admettre les raisons et la façon dont la guerre a été menée. Les anciens rentrent chez eux encore ébranlés par la brutalité des combats et trouvent une nation si amèrement divisée qu'elle a oublié que ses enfants se sont sacrifiés pour elle. Les blessures de la guerre du Vietnam ne sont pas tout à fait cicatrisées aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui cherchent encore à comprendre leurs sentiments sur l'Asie du Sud-Est,
alors que de plus en plus de jeunes Américains ignorent tout de la période complexe du Vietnam. Ceux qui ont survécu à leur temps de service au Vietnam ont retrouvé un pays déchiré par la culpabilité, incapable de comprendre le sens et la nature de cette guerre. Près de 30 ans plus tard, les Américains ne sont toujours pas sortis de leurs incompréhensions à ce sujet. Les anciens du Vietnam se retrouvent souvent, unis par le lien qui les rattache aussi à ceux qui ne sont plus là et déterminés à ce que leur sacrifice ne soit pas oublié. À Baltimore, quelques anciens du Vietnam ont décidé de restaurer un de leurs vieux amis. Je l'ai vu pour la première fois en photo dans le journal. Je suis allé à la section, j'étais déjà membre depuis longtemps. J'ai lu l'article et je suis venu le voir. C'est vrai, Jack. Au début, je me suis demandé si vraiment on devait le faire. L'engin était vraiment en mauvais état. Il était plutôt jeune. C'est le musée de l'aviation de la firme Martin qui l'a d'abord récupéré. On est allé le chercher là-bas. On l'a ramené ici. C'est cette photo qui m'a attiré. Et c'est là que je suis tombé sur Jack. On a d'abord établi un programme. Il fallait se débrouiller pour trouver les numéros de pièces détachées pour le restaurer. Il fallait trouver les gens capables de nous aider. On a trouvé beaucoup de pièces par Internet. Je suis membre du réseau des pilotes d'hélicoptères au Vietnam sur Internet. C'est un groupe de pilotes, de copilotes, de chefs de bord et de mitrailleurs. Je leur ai dit ce qu'on faisait et qu'on avait besoin d'aide. C'est tout. On a récupéré des pièces dans tout le pays, jusqu'en Californie. Quelquefois, c'était juste un coup de téléphone. Il nous manque cette pièce. Pas de problème, on vous l'envoie. Ça nous a fait plaisir de recevoir un cadeau de Noël en juin. Je venais juste de rentrer du boulot quand la camionnette du transporteur est arrivée avec un beau paquet. Le gars s'est présenté, j'ai signé le reçu et c'était un instrument de bord, je ne sais plus. C'était fabuleux d'avoir autant d'aide en provenance de tout le pays, de trouver des pièces pour notre chère machine. Dans cet appareil, un gunship, le pilote était assis sur le siège avant droit, le commandant de bord à gauche. Et là, à cette place, c'était le mitrailleur, notre meilleur copain. Il s'occupait de tout le système d'armes. Bien entendu, le commandant de bord était assis à gauche de l'appareil pour surveiller le rotor anti-couple, une pièce essentielle de l'hélicoptère. On formait une équipe. On mangeait et on dormait ensemble. On bossait ensemble 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Voilà les instruments de bord dont se servaient pilote et copilote pour contrôler l'appareil. Voilà les planches de bord. On avait quelques instruments, mais pas tous. On a reçu des pièces de Californie. Un monsieur de Long Beach, du Dark Horse Army Aviation Museum, nous a beaucoup aidé à obtenir des pièces. Cet hélicoptère est complet à environ 85% maintenant. On a baptisé l'hélicoptère le 9 novembre dernier. C'était très émouvant. C'était vraiment un grand moment pour Jack et moi. Et beaucoup de travail. C'était vraiment très émouvant. Il y avait plus de 300 personnes avec nous ce jour-là, venues de tout le pays, du simple soldat au général. Ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs. On a échangé pas mal de vieilles histoires. Je crois que c'est un peu une convalescence pour tous ceux qui étaient là-bas. En restaurant un hélicoptère, on pouvait parler de tout le reste, de ce qui s'était passé au Vietnam ou au Laos, là où j'ai fait toutes mes missions. On pouvait en parler, retrouver les émotions, les sentiments, les pensées qu'on n'avait pas pu évoquer depuis 30 ans.
Ça a été la conclusion pour moi. J'ai pu tourner la page sur toute une époque que j'avais occultée pendant 30 ans. Je n'ai jamais aussi bien dormi que depuis le jour de la cérémonie. J'ai revu des types que je n'avais pas vus depuis longtemps. J'ai compris qu'il se passait des choses en travaillant sur l'hélicoptère. Quand un de ces gars passait devant, on se souvenait d'une conversation qu'on avait eue. Une journée vraiment émouvante. On a dévoilé notre machine et quand on a entendu les réactions, on a compris qu'on avait bien fait. On était nerveux, inquiets, est-ce que tout allait bien se passer? Est-ce qu'on avait oublié quelque chose? Ils seront déçus si tout n'est pas parfait. Ce fut une belle journée. C'est un symbole de cette guerre, mais ce n'est pas pour en faire l'apologie. Il est là pour rappeler que dans toutes les guerres, des gens meurent. On a fait ça pour commémorer leur sacrifice, pour ne pas recommencer, pour trouver des moyens d'éviter de faire la guerre.